Brexit, Trump ou encore primaire de la droite en France, les sondages sont accusés depuis plusieurs mois de ne pas anticiper correctement certaines dynamiques. Pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à comment ils sont fabriqués. La première étape, c'est bien sûr la consultation. Des milliers de personnes sont interrogées par téléphone, en face à face ou par Internet. Pour des raisons de coût, Internet est aujourd'hui privilégié par les instituts de sondage. L'idée, c'est de sonder au moins 1000 personnes représentatives des Français âgés de 18 ans et plus. Catégories socio-professionnelles, genre, niveau de diplôme ou encore région, différents critères sont pris en compte. Il s'agit en fait de reconstituer une France en modèle réduit. C'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Et plus votre échantillon est important, plus la fameuse marge d'erreur est faible. Autrement dit, il faut interroger un maximum de personnes pour que votre sondage soit fiable. Une étude qui sonde moins de 1000 personnes ne peut pas, par exemple, être considérée comme sérieuse. Mais interroger beaucoup de monde ne garantit pas toujours que vous ayez une proportion représentative de la population française, des retraités, des ouvriers ou encore, par exemple, du vote FN. C'est pour éviter ces effets d'angle mort qu'intervient la deuxième étape, le redressement. Les sondages que vous lisez sont effectivement redressés d'un point de vue socio-démographique et d'un point de vue politique par une technique que l'on appelle la pondération statistique. Le terme a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Prenons le cas du redressement politique. D'abord, les sondeurs vont tenter de savoir si l'échantillon qu'ils ont entre les mains est politiquement représentatif. Pour le vérifier, ils ont posé des questions aux sondés sur l'élection précédente du même genre. Par exemple, si le FN a fait 15% de voix à la dernière présidentielle et que seulement 5% des sondés affirment avoir voté FN lors de ce scrutin, alors l'écart est trop grand et l'échantillon n'est pas suffisamment représentatif. Les sondeurs vont alors opérer une pondération statistique. En clair, dans cet exemple, ils vont donner un poids 3 fois plus important à ces sondés dans le but de corriger la représentativité politique de l'échantillon. Chaque électorat est pondéré par rapport à la dernière élection équivalente et ou parfois la dernière élection tout court, selon les instituts de sondage et les études. Et certaines estimations de vote sont plus difficiles à redresser que d'autres. Si avec le FN, les instituts ont désormais l'habitude, le cas d'Emmanuel Macron s'est révélé problématique cette année. Et pour cause, sa candidature et sa force politique n'existaient pas il y a 5 ans. Vive la France! Du coup, pour redresser le vote Macron, l'institut de sondage Ipsos, par exemple, utilise les voix qui ont été données à François Hollande en 2012 et en retire la moitié. Il y a donc la consultation, puis le redressement, mais il y a un autre problème, les indécis. Que faire des électeurs qui se disent indécis? Certains ne savent pas pour qui ils vont voter, et d'autres ne savent même pas s'ils vont aller voter. Et ça ne peut pas se redresser. Il faut donc être très attentif à la lecture des études. Car la plupart des sondages présentent aujourd'hui les intentions de vote pour le premier tour en ne prenant en compte que les électeurs absolument certains d'aller voter. Dans les études Ipsos Soprasteria, dont Le Monde est partenaire par exemple, les sondés sont interrogés sur leur intention d'aller voter sur une échelle de 0 à 10. Cela veut dire que l'estimation présentée par cet institut de sondage est calculée sur la base des sondés qui ont répondu 10 et uniquement 10 à la question sur la certitude d'aller voter. Ne sont donc pris en compte dans les estimations du vote que les électeurs qui se disent certains de se rendre aux urnes. Restent alors les personnes qui sont certaines d'aller voter, mais qui ne savent pas pour qui. Ipsos publie donc aussi un graphe des estimations de vote sur la base des personnes certaines de se rendre aux urnes, mais incertaines quant au choix du candidat. On voit donc que 28% des électeurs certains d'aller voter ne savent pas encore pour qui, ce qui peut tout changer au résultat. En 2002, en lisant un peu trop rapidement les estimations de vote, on pouvait légitimement penser que Jean-Marie Le Pen ne serait pas au second tour. Pourtant, à l'époque, le dernier sondage publié indiquait que 41% des personnes pouvaient encore changer d'avis. Or, en prenant en compte cette information et la marge d'erreur, on ne pouvait plus totalement écarter la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Il faut donc bien regarder ces deux indicateurs sur les sondages et surtout ne pas oublier qu'ils ont avant tout une valeur indicative.